Devant tout ce beau monde, la commissaire européenne va être très claire. Selon elle, si l'Europe veut exister et sortir de la crise, les nations doivent obéir à Bruxelles. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune. Sans que les Français ne s'en rendent compte, on leur a pris, année après année, du moins traité après traité, on leur a pris leur pouvoir dans toute une série de domaines. De telle sorte qu'aujourd'hui, la France n'est plus dirigée par les gens que les Français élisent. Les Français, ils élisent un président de la République, ils élisent des députés, mais ces gens n'ont à peu près pas plus de pouvoir que Mme Claire Chazal lorsqu'elle présentait le journal de TF1, ou bien un commandant de bord qui pilote un Airbus pour faire Paris-New York. C'est-à-dire qu'il est obligé d'aller à New York. Voilà. Nous avons maintenant des traités européens, c'est ça que j'ai découvert au quotidien, qui ligotent la France dans tous les domaines. Alors, ça serait peut-être un peu fastidieux, peut-être là, dans une conversation comme celle-ci, d'égrener la liste des articles des traités, mais quel que soit le domaine d'activité, en matière économique, en matière sociale, en matière monétaire, en matière de diplomatie, en matière militaire, en matière culturelle, en matière migratoire, etc., tout a été verrouillé par les traités européens, de telle sorte qu'actuellement, ceux qui dirigent vraiment la France sont des gens que les Français ne connaissent pas. Ce sont d'abord les commissaires européens à la Commission européenne. Les Français ne savent pas du tout qui c'est. D'ailleurs, ils s'en désintéressent. Deuxièmement, ce sont les responsables qui sont à la Banque centrale européenne à Francfort qui gèrent l'euro. Et troisièmement, eh bien, ce sont les dirigeants américains qui supervisent la manœuvre, notamment dans le cadre de l'OTAN, même si le siège de l'OTAN est à Bruxelles, le poids des États-Unis y est considérable. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle les Français ont ce sentiment extraordinairement désagréable. Ils votent à droite, ils votent à gauche. Et en définitive, ils constatent qu'ils ont la même politique. Pourquoi ? Nous sommes le mouvement politique qui expliquons pourquoi. On explique que c'est parce qu'en fait, les Français votent désormais pour des gens qui n'ont plus de pouvoir, qui sont un petit peu des marionnettes d'un système qui les dépasse. Et nous, ce que nous voulons, c'est rendre aux Français leur liberté. Vous savez ce que ça veut dire France. France, c'est le pays des hommes libres. Un Français, c'est un homme libre. Et c'est pas nouveau dans notre histoire, c'est arrivé plusieurs fois dans notre histoire nationale, que les Français aient été dépouillés de leur souveraineté. Obtenu avec éclat lors de sa première visite à Bruxelles, il y a 10 mois, le pacte de croissance de François Hollande tarde donc à se révéler efficace, notamment en ce qui concerne la France. Alors qu'il commence son 6e Conseil européen, le président français est donc loin d'avoir atteint son objectif. Pire, lui qui voulait peser sur l'Europe pourrait subir les foudres de Bruxelles pour un déficit trop important. Pourtant, devant les journalistes européens, François Hollande reste droit dans ses convictions. Ont été courageusement menés à bien. L'objectif aujourd'hui, c'est de soutenir la croissance et de faire en sorte que les disciplines budgétaires soient compatibles avec cette perspective de croissance. Avez-vous senti ce soir une compréhension de la part de vos homologues européens à ce propos, ou est-ce que vous vous sentez de représenter un peu le mauvais élève de l'Europe dans la matière? Non, nous sommes le bon élève. C'est-à-dire que nous faisons en sorte de corriger nos déficits, des déficits que j'ai trouvés en arrivant aux responsabilités. Nous le faisons au rythme prévu par nos engagements européens. Donc nous sommes bien sur un effort structurel et nous tenons nos engagements, mais nous faisons en sorte que cet effort ne contredise pas l'objectif de croissance. Les choses se passent, c'est que les responsables politiques, j'en ai fréquenté un certain nombre, ils agissent dans le cadre précontrait qui est celui qui leur a été fixé, notamment par les traités européens. Alors ils sont entre le marteau et l'enclume. Pour se faire élire à la présidence de la République, il faut évidemment promettre aux Français ce que les Français souhaitent. Donc ils promettent de lutter contre les délocalisations, de lutter contre le chômage, de rendre à la France son rayonnement, d'avoir une diplomatie indépendante, etc., de développer, de réindustrialiser la France. Tout ça, c'est ce qu'ils font comme promesse, parce que c'est ce que le peuple attend. Sauf que,
comme ils n'avouent pas ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en réalité, la désindustrialisation, les délocalisations, la montée continuelle du chômage, l'alignement total sur les États-Unis d'Amérique, le fait que nous sommes entraînés vers des conflits avec le monde arabo-musulman, avec la Russie, tout ceci découle des traités européens et de notre assujettissement à l'Union européenne et à l'euro. Or, justement, ils n'ont pas le courage de dire stop et de dire il faut en sortir. Donc nous, ce que nous apportons, c'est qu'on dit effectivement, les hommes politiques, ce sont, j'allais dire, il faut presque les prendre en compassion. Ils mentent aux Français. Nous, nous avons choisi de dire la vérité. Il faut commencer par sortir de cette prison des peuples. La nouvelle, tant redoutée, vient de tomber à l'instant. PSA arrête la production à l'usine d'Aulnay-sous-Bois, près de Paris. 3000 salariés concernés, arrêt de la production en 2014. Au total, 8000 emplois chez Peugeot ont été... Des usines automobiles qui ferment et un ministre à la rescousse. Arnaud Montebourg, chargé du redressement productif, a fait de la protection de l'industrie nationale son combat. Avant le prochain sommet européen, il veut convaincre les 27 de le soutenir. Pas facile, dans l'Europe de la libre concurrence. Le ministre français affronte régulièrement les règles édictées par Bruxelles. Exemple, en juillet 2012, quand il a demandé à la Commission européenne de placer sous surveillance les importations de voitures sud-coréennes, accusées de faire du dumping pour envahir le marché français. 2 mois plus tard, la Commission refusait. La Commission considère que il faut vraiment que les dégâts soient irrémédiables pour qu'elle décide de s'y intéresser. Donc nous ne sommes pas d'accord avec la méthodologie de la Commission. Il y a aujourd'hui des importations très agressives en provenance de Corée du Sud, ce sont les chiites de la Commission que nous avons utilisés. Nos constructeurs nous ont demandé de relayer leurs demandes, ce que j'ai fait. Le fait que la Commission ait décidé de rejeter, nous allons la saisir à nouveau, parce que vous allez voir que tous les 6 mois, la situation va s'aggraver. Donc il y a un moment, les ultra-libéraux de l'Union européenne qui ne veulent pas que l'Europe se protège, ce que font tous les autres pays du monde, les Américains se protègent, les Chinois se protègent, les Indiens se protègent, les Canadiens se protègent, les Brésiliens se protègent, les Argentins se protègent, les seuls qui sont les idiots du village mondial, ce sont les Européens. On est sous surveillance en permanence, donc on n'ose plus rien faire. Parce qu'on dit, Bruxelles va nous tomber dessus. Bruxelles, vous savez, c'est la foudre jupitérienne des technocrates qui empêchent finalement les États d'agir, d'avancer. Donc nous leur disons, nous voulons discuter avec vous de ce qui se passe dans le monde pour ajuster nos comportements, pour nous battre à armes égales avec le reste du monde. S'agissant des grandes questions économiques et monétaires, nous sommes encore plus sous le carcan des autres. Là, j'allais dire, j'enfonce des portes ouvertes. La plupart des gens maintenant ont commencé à comprendre comment ça se passe. Pour tenter de rendre viable l'euro, nous avons des injonctions, non seulement d'ailleurs venues de la Commission européenne, mais également de la Banque centrale européenne et aussi du Fonds monétaire international, dans le cadre de ce qu'ils appellent la Troïka, où on a renforcé encore les contraintes de coordination économique. Voilà. On a appris il y a là, le 26 septembre, monsieur Moscovici est arrivé comme un bambin à la Commission européenne. Il a été reçu par le commissaire européen, monsieur Olli Rehn. On doit envoyer notre copie budgétaire à Bruxelles. Oui, tout à fait. En fait, vous savez, il s'agit d'une nouvelle procédure de surveillance. Dans quelques jours, en effet, Paris va envoyer à Bruxelles sa copie budgétaire pour avis. Et ensuite, eh bien, les experts européens vont examiner la trajectoire, les grands équilibres de ce budget. Est-ce que la réduction dite historique des dépenses est au rendez-vous? Et puis, ils donneront soit un feu vert, soit un feu clignotant. Alors bien sûr, Bruxelles ne peut pas déchirer notre copie, mais peut tout de même nous demander de la revoir. La France a présenté sa copie budgétaire pour essayer d'obtenir, et le journal Le Figaro a titré « La France obtient un bon point ». Enfin, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Désormais, c'est un Gus, monsieur Olli Rehn, qui est finlandais de nationalité, qui a été formé dans le Minnesota à Saint-Paul, puis ensuite qui a été diplômé
de l'université de Berkeley en Californie. Ce monsieur n'a été élu par absolument personne, ni en Finlande et a fortiori en France. Et c'est ce monsieur qui vient nous dire si notre budget lui convient. Bon. Alors, en vertu de ça, vous avez, c'est pas seulement la France, vous voyez bien ce qui se passe en Italie, en Grèce, en Espagne, au Portugal, les injonctions de tailler dans les dépenses sociales, de revenir sur les acquis sociaux, de brader les services publics, etc. Derrière ces vitres, 600 experts en économie venus de tout le continent travaillent sans relâche. Leur mission, surveiller les comptes publics des 27 pays d'Europe. Est-ce que vous êtes une espèce de gendarme des finances publiques européennes ? C'est exactement le cas, effectivement. Comme je vous le disais, on vérifie, on s'attache à faire respecter le pacte de stabilité et de croissance, et notre but ici, c'est de faire en sorte qu'il soit bien suivi par l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Français, spécialiste des statistiques, Salvatore Serravalle travaillait auparavant au ministère des Finances à Paris. Détaché à Bruxelles, il obéit maintenant aux autorités européennes. Sa tâche, veiller à ce que les 27 États membres, dont la France, respectent la règle d'or. Le déficit public ne doit pas dépasser 3% du budget national. Nous, on vérifie que ces critères sont bien respectés, et s'ils ne le sont pas, on met en place certains mécanismes visant à ramener les États membres dans les clous du pacte. On peut émettre alors ce qu'on appelle ensuite une mise en demeure, si la recommandation n'a pas été suivie des faits, qui de nouveau demande aux États membres de converger vers des cibles budgétaires plus raisonnables. Et puis si ça n'est toujours pas le cas, alors on peut se mettre en place des mécanismes de sanctions financières qui peuvent aller jusqu'à une amende de 0,2 points de PIB pour les États membres de la zone euro uniquement. Pour la France, ça représenterait 4 milliards d'euros, à peu près. La France sous surveillance. C'est ici, dans ces couloirs anonymes, où se succèdent des bureaux étroits, que se joue donc une amende de 4 milliards d'euros que nous aurions à payer. Le scénario, hélas, est possible. La France, comme 11 autres États européens, est dans la catégorie des mauvais élèves. Depuis mars 2013, la Commission peut demander à modifier les projets de budget de ces États avant même leur adoption par le Parlement. Nicolas Filippone, 32 ans, sorti de nos grandes écoles, est l'un des 15 spécialistes de la section France, celle qui scrute jour après jour notre économie. Il y a un travail qui est plus au jour le jour, qui est un travail de surveillance en fait. Chaque fois qu'il y a une décision qui est prise, une orientation, très souvent les dirigeants européens veulent soit se prononcer, ont des rencontres très régulières avec les autorités françaises, et donc ils nous consultent pour qu'on puisse leur donner notre vision des développements récents ou des politiques qui sont prises. La section France ne fait pas que surveiller. Elle conseille, elle suggère, elle propose des sanctions. C'est grâce à ce genre de dossier que Joachim Almunia fait la leçon à Bruno Le Roux. C'est un texte qui est un peu plus long. On parle des trajectoires des déficits publics, on parle de réforme des retraites, on parle de chômage des jeunes, on parle du fonctionnement de Pôle emploi. Pour la France, en 2012, donc il y avait cinq recommandations. Extrait du dossier France, préparé par Nicolas Filippone, 32 ans. Les procédures applicables au licenciement continuent d'engendrer des coûts potentiellement importants pour les employeurs. Autrement dit, en France, les salariés sont trop protégés lorsque les entreprises veulent licencier. Ou bien encore, les allocations de chômage pour les travailleurs plus âgés et notamment leur durée pourraient constituer des incitations limitées à travailler. En clair, il faudrait réduire la durée de ces allocations. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'effectivement, nos recommandations, le bilan approfondi qu'on a publié, ont contribué à la prise de conscience par les autorités françaises que de ce point de vue-là, il y avait un problème et qu'il fallait prendre des mesures. Dans le meilleur des mondes de Bruxelles, des technocrates
loin du terrain et des réalités sociales, décide sur un ordinateur comment doit évoluer notre régime des retraites ou le système d'allocation des chômeurs.